Brève définition, le nihilisme est une déflation, un effondrement, une détérioration de toutes les valeurs, et en particulier des valeurs liées à des formes diverses de transcendance. Toutes les valeurs affectant nécessairement l'image que l'Europe se fait d'elle-même, de son patrimoine culturel et de ses capacités de création. Précisons tout aussitôt que le nihilisme, émanation de l'esprit européen, étend depuis quelques décennies bien déjà son ombre sur tout ce qui a été européanisé dans le monde. Je pense en particulier au Japon et au fait que certains penseurs japonais tels que Nishida ou Nishitani se sont tournés vers la tradition bouddhique, qui est la leur, afin d'y trouver un antidote au nihilisme, affectant également leur pays du fait de son occidentalisation massive durant l'ère Meiji, c'est-à-dire de 1868 à 1912 à peu près. Pourquoi les Européens ne feraient-ils pas de même, même s'il ne s'agit pas pour eux de se tourner vers la tradition bouddhique? La continuité est également frappante, dès qu'on s'intéresse de plus près à certaines des manifestations de la crise de l'esprit, si remarquablement décrites par Valéry, qui tend d'ailleurs à y voir l'expression même de la modernité. L'homme moderne, écrit-il, s'enivre de dissipation, 1932, ça, hein. Rendant donc l'homme, écrit-il en 1932, rendant d'ores et déjà perceptible ce qui aujourd'hui saute aux yeux, que l'homme moderne voue un culte idolâtre à l'énergie. L'énergie, comme on dit aujourd'hui, hein, c'est ça. Bon, quitte à en être intoxiqué et à bientôt ressentir la très paradoxale monotonie de la modernité, comme dit toujours encore Valéry. Entrons plus avant dans les détails, et la continuité devient encore plus parlante, à savoir, je cite là ce que repère Valéry: détérioration du rapport au langage, dispersion mentale, futilité des préoccupations. Autre référence, quand Jan Huizinga est un penseur qu'on connaît surtout pour son livre sur l'automne du Moyen-Âge, mais qui a écrit un autre ouvrage qui s'intitule Incertitude, qui est totalement hors circuit. Donc Huizinga forge dans les années 30, pour décrire la situation qui lui paraît nouvelle, un néologisme. Il parle à ce moment-là de puérilisme. Eh bien, on croit déjà entendre Philippe Muret décrivant Festivus Festivus dans ses entretiens avec Elisabeth Lévy. Ce que je veux dire par là, c'est que tout était déjà en place, hein. Bon. Lorsque Maria Zambrano constate l'émergence d'une nouvelle attitude de l'Européen et parle à ce propos de servilité devant les faits atomisés, dit-elle. L'écho est immédiat dans la rengaine fataliste actuelle. Que faire? On n'y peut rien. Et d'ailleurs, il en a toujours été ainsi. Hein, c'est en général le bouquet final, n'est-ce pas? À savoir l'art et la manière de noyer la difficulté présente dans une généralité d'emprunt. On ne sait pas s'il en a toujours été ainsi, mais c'est extrêmement rassurant, n'est-ce pas? Tout ça, c'est depuis toujours, n'est-ce pas? Bon, quand Valéry déplore que l'école soit concurrencée par trop de sources de savoir pour conserver son autorité, c'est la situation dramatique, catastrophique des établissements scolaires français, et sans doute n'est-ce pas un cas isolé en Europe, qui nous semble déjà décrite. Et c'est plus largement la crise de la culture qui devient patente dans l'analyse qu'en propose Thomas Mann, que je cite à nouveau, à savoir, dit-il, les jeunes ignorent la culture dans son sens le plus élevé, le plus profond. Ils ignorent ce qu'est travailler à soi-même. C'est ça la Bildung, hein, se former.
Ils ne savent plus rien de la responsabilité individuelle et trouvent toute leur commodité dans la vie collective. La vie collective, comparée à la vie individuelle, est la sphère de la facilité. Facilité qui va jusqu'aux pires abandons. Et évidemment, de 32 à 36 et à 39, l'abandon n'a fait que croître. Cette génération ne désire que prendre congé à jamais de son propre moi. Ce qu'elle veut, ou l'exacerber, ce qui revient au même, je dirais. Ce qu'elle veut, ce qu'elle aime, c'est l'ivresse. Fin de citation. Tout semble donc prêt, dès les années 30, pour accueillir Facebook et ce qu'on nomme aujourd'hui pudiquement les réseaux sociaux, dans les mailles desquels des millions d'adolescents dilapident leur temps, leur concentration d'esprit, leur santé et leur réputation parfois. Mais qu'à cela ne tienne, on nous annonce que des systèmes encore plus performants seront demain sur le marché, qui aggraveront encore cette dispersion, rendront peut-être irréversible ce gâchis des intelligences les plus fragiles, les plus exposées à ces formes nouvelles de conditionnement par le social, devenus si omniprésents et si subtilement coercitifs qu'on peut y déceler l'émergence d'une nouvelle forme redoutable de totalitarisme. Voilà pour les continuités. On pourrait en relever d'autres. Que de différences pourtant sous d'indéniables continuités entre hier et aujourd'hui. On pensait en effet dans l'entre-deux-guerres pouvoir imputer la crise de la conscience et de la culture européenne à la montée en puissance des masses, c'était le thème de l'époque. Animées par une aspiration légitime à la culture, certes, mais qui ne pouvait que fragiliser l'image élitiste qu'on s'en était faite. Donc c'était un problème, en gros, social et politique. On aimerait donc savoir si l'inquiétude des grands penseurs européens face à ce phénomène n'était qu'un préjugé de classe, fort heureusement surmonté, si c'était cela, par la démocratisation de la culture, et surtout, mais surtout, on aimerait savoir ce qu'il est advenu des masses, dont personne ne parle plus. Qui parle des masses aujourd'hui ? Le terme lui-même ne faisait-il donc que refléter la puissance de cette onde de choc et le désarroi alors éprouvé par les élites ? Ces dernières ayant eu, faut-il supposer, depuis lors, le temps de s'habituer ou de se fondre elles-mêmes dans la masse, reconverties en public, vous remarquerez qu'on parle beaucoup du public maintenant, en auditoire, à la rigueur en foule, les jours de grande affluence dans les musées. En bref, s'agit-il là d'une défaite définitive de la culture, dont les aspirations les plus hautes seraient devenues inaccessibles, ou tout au contraire, d'une élévation si incontestable du niveau général des esprits que la référence aux masses deviendrait quasiment injurieuse ? Je n'ai pas de réponse. Je signale simplement qu'il y a une espèce de tour de passe-passe assez curieux et qui mérite réflexion. Mais il y a plus grave, plus décisif aussi à une éventuelle sortie de crise. Il y a la confiance que l'on mettait alors, au début du XXe siècle, dans les ressources inépuisables de l'esprit, alors même qu'on le savait en crise, en Europe tout au moins. Ce qui est manifeste dans les proclamations de Valéry est tout aussi présent, ou au moins sous-jacent, chez les penseurs qui lui sont contemporains. L'esprit, disait-on, pensait-on, ne saurait vraiment décliner, et moins encore mourir. Les convulsions qui sont présentement les siennes attestent d'une vie qui lui est propre, et qui inclut cette lutte intestine, ces contradictions intimes, cette mésentente de soi à soi, dont le journal de Gide, par exemple, est l'éclatant témoignage. Gide disait « si seulement je pouvais rompre avec moi-même », n'est-ce pas ? Le journal de Gide, entre autres témoignages d'époque, parce qu'il y en aurait beaucoup d'autres. Ni le désordre de notre époque mentale, sur quoi insiste tant Valéry, ni la confusion et la démoralisation qui s'ensuivent ne sauraient entamer à l'époque la certitude que l'esprit régénère et finalement guérit ce qu'il a détruit,
comme l'assurait Hegel dans sa phénoménologie de l'esprit ou dans ses cours sur la philosophie de la religion, où l'esprit, porteur de cette sorte de péché originel qu'est la volonté de connaître à tout prix, se révélait aussi capable d'auto-guérison et de rédemption. C'est donc l'époque tout entière qui, dira Thomas Mann, se trouve prise dans les douleurs de la transition. Une époque en train d'accoucher du futur, en somme, mais d'un futur qui, étant radicalement nouveau, suppose-t-on, à cette époque-là, je parle des années 30 à peu près, aggrave les douleurs ordinaires de l'enfantement. Bon, on accouche, c'est difficile, mais l'enfant sera tellement merveilleux que ça vaut la peine, et on vit une transition. D'où le recours à des métaphores à première vue surprenantes et qu'on croyait d'un autre âge. Celle du phénix, renaissant de ses cendres par exemple, par quoi Husserl clôt sa méditation sur la crise des sciences européennes et la philosophie, donc de 1936. Ou celle, plus parlante encore, utilisée par Valéry, à propos des pouvoirs quasi miraculeux de l'esprit. Valéry écrit « Il est une véritable pierre philosophale, un agent de transmutation de toutes choses matérielles et spirituelles. » Alors, qui oserait encore parler ainsi ? On mesure alors, on imagine tout de suite le tollé, n'est-ce pas, chez... je cite personne, mais dans une émission de télévision très consensuelle. On mesure alors tout ce qui sépare l'Europe actuelle de cette vision à la fois très lucide, mais demeurée très créatrice de la vie de l'esprit, sous-tendant toutes les autres opérations, par quoi se régénère au jour le jour une culture, le travail, les liens sociaux, l'idée qu'une collectivité se fait de son avenir commun, etc. Pour avoir été le continent mère de la modernité, comme dit Sloterdijk, et pour avoir été le laboratoire où la vie de l'esprit a connu ses tourments, les plus sombres, l'Europe ne pourrait-elle se montrer capable, c'est la question que je pose, de vivre son apparent déclin comme le signe annonciateur d'une nouvelle métamorphose? En quoi cette vérité d'hier ne saurait-elle être celle de demain, si tant est que les Européens retrouvent confiance en leur destin, et un destin qui fut jusqu'alors hors du commun? Toute situation de crise a, il est vrai, ceci de dangereux, surtout si elle s'éternise, qu'elle anesthésie, qu'elle émousse jour après jour le désir d'en sortir. On s'habitue à tout, c'est bien connu, y compris à une crise devenue chronique, dont on finit par oublier qu'elle est par nature transitoire. Bon, tous les matins, on en entend parler, donc au fond, bon, voilà, hein. Il n'y a plus de nouveauté. Si la crise actuelle est aussi grave, je ne parle pas seulement de sa dimension économique, mais de la passivité désenchantée qu'elle suscite dans les esprits. C'est qu'elle ne peut plus être perçue comme une difficile mais saine transition, car personne n'est capable d'indiquer vers quoi pourrait avoir lieu ce transit. Pour qu'elle soit transitoire, encore faudrait-il qu'elle s'inscrive au moins implicitement dans un nouveau projet, ouvert sur un nouvel horizon, plus cohérent que celui qui l'a rendu possible, inévitable même. En bref, quand c'est l'idéologie moderniste du progrès qui fait faillite, à qui fera-t-on croire qu'on ne s'achemine pas de crise en crise vers une inéluctable régression? Qui sera prêt à admettre que la modernité européenne, qui s'était donnée pour projet l'horizon infini de la découverte et de la conquête, soit aujourd'hui contrainte de revoir à la baisse ses ambitions? Mais revoir à la baisse en matière de conquête et de découverte ne veut pas dire être forcément sur le déclin. Et c'est là où il y a peut-être un changement de paradigme qui n'est pas encore très présent dans la conscience des Européens. La plus grosse difficulté est pourtant là,
dans la capacité des Européens à reconvertir cette relative faillite en transition, non pas vers le même projet, retrouvant par miracle un second souffle, mais vers une réappropriation de ce qui, dans l'héritage culturel européen, leur permettrait un nouveau départ. Je veux pas...